Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais qui répond à une demande que vous me faites depuis plusieurs années. Vous me demandez de vous raconter mon voyage de 2 ans autour du monde. Alors je vais pas le raconter dans les détails parce qu'on va y passer des plombes, mais je vais plutôt vous parler de pourquoi je suis partie, dans quelle disposition. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu quand même dans les grandes lignes, je vais vous en parler. Et quel a été l'impact de ce voyage, parce qu'aujourd'hui, ça va pratiquement faire 10 ans que je suis partie. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Le temps passe et en fait, ça continue d'avoir un impact à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Voilà, c'est parti. Alors, je me suis noté derrière vous une trame à suivre pour pas me perdre dans cette vidéo, pour pas trop parler non plus. Donc, je voudrais juste vous présenter brièvement mon rapport au voyage. Sachant que là, je vais vraiment raconter mon histoire. Peut-être que vous allez vous retrouver un peu dedans, mais cherchez pas non plus à faire des liens. Voilà, si je vous dis quelque chose, ne le prenez pas contre vous. C'est mon expérience et c'est tout. Ok. Alors, déjà, ma relation au voyage, ça commence quand j'étais gamine. J'ai commencé à voyager avec mes parents quand j'avais 6-7 ans. Et en fait, mes parents, ils avaient opté pour un type de voyage plutôt cadré, plutôt organisé. Alors, pas organisé avec des groupes, parce qu'on a toujours détesté ça. On est beaucoup trop autonome et on supportait pas de toute façon les groupes, donc ça s'est jamais fait. Mais quand j'ai structuré, c'est que mes parents ils achetaient les bouquins du pays, de la région dans laquelle on allait, ils détricotaient tout ça et ils faisaient en sorte de pondre un programme qui soit sympa. Et évidemment, ils réservaient l'hôtel, le resto, etc. Bon. Souvent on changeait dans une même semaine, on pouvait changer de lieu. Ça arrivait aussi que parfois on reste au même endroit, mais c'était rare. C'est que dans des endroits où il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et en fait, le type de voyage que je connaissais dans mon enfance, c'était des voyages culturels, euh, où on mélangeait l'histoire, l'art. Voilà, c'est parce que mes parents sont comme ça. Donc c'est leur centre d'intérêt. Ça va être d'aller voir une expo, d'aller voir un concert, d'aller visiter un château, euh, ce genre de trucs. Donc c'était très intéressant et moi ça m'a beaucoup aidé pour les cours d'histoire géo. Parce que en plus, mon père surtout c'est une encyclopédie vivante, on lui pose une question, il a la réponse. Donc c'était bien pour m'ouvrir l'esprit, pour parler de tout en fait. Mais ça me manquait un petit peu d'un ingrédient qu'on appelle l'aventure. Il n'y avait pas l'aventure, mais je peux pas leur reprocher parce que mes parents, ils ont l'âge d'être mes grands-parents en fait. Donc, quand t'as plus de 50 ans et que t'emmènes ton gamin en voyage, déjà faut le gérer. Bon, j'étais pas difficile, mais quand même. Et en plus, t'as peut-être besoin de plus de confort que quand t'as la trentaine, quoi. Et de fait, on était dans des endroits qui étaient un peu chic. C'était très sympa, mais forcément, l'aventure, elle est pas présente, quoi. C'est pas pareil, ok. Voilà. Et moi, j'avais envie de ça. J'avais envie d'aventure. Même si, attention, je suis quelqu'un d'extrêmement prudente. J'ai jamais été la première à vouloir tenter un truc, à vouloir risquer quelque chose. Moi, Alors, je panique pas, mais je dis non. Non, non, j'y vais pas. Sauter en parachute. Ah non, 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 non. Faire un truc un tantinet risqué. Ah non, 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 non. Mais jamais. C'est pas du tout dans ma nature de prendre des risques. Mais j'aime quand même me prouver que je suis capable de faire des choses. Donc, en vrai, dans ma vie, j'ai pris énormément de risques. Et des risques physiques.
Mais je m'en suis rendu compte après. Ce voyage m'a d'ailleurs bien ouvert les yeux sur ce comportement-là que j'avais. Donc voilà, ça c'était un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ma manière, où est-ce qu'on m'a enseigné en fait sur le voyage. Et puis à la vingtaine, je me suis autorisée à faire les choses autrement. Et donc j'ai commencé à mettre un peu plus d'aventure, un peu plus de piquant dans mes expériences de voyage. J'ai toujours beaucoup voyagé. C'était priorité numéro 1 de voyager, parce qu'à côté de ça, ma vie était terrible. Je m'ennuyais, mais je m'ennuyais, mais je m'ennuyais. Donc j'avais que les voyages en fait pour trouver une manière d'exister. Voilà. Donc j'ai été par exemple en Croatie en sac à dos. Je crois que c'était la première fois que j'allais. Je partais vraiment en sac à dos, j'allais dormir chez l'habitant, etc. Bon, après, c'est la Croatie, hein, donc tu payes partout, t'es un vrai touriste. C'est pas très authentique. Mais, enfin, en tout cas sur la côte. Après, j'avais été aux Açores. Et donc là, petit voyage interîle et tout, et de pouvoir discuter avec des locaux, et de faire du stop avec les locaux, et d'aller dans les restaurants avec les locaux, de se faire recommander les adresses, etc. Là, ça avait commencé vraiment à me plaire. Je trouvais que c'était plus authentique. Et en fait, c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est rencontrer les gens. Savoir qui ils sont, comment ils vivent, quelle est leur culture. Aller voir des ruines, aller voir des choses anciennes, en fait, historiques, ne m'intéresse en général pas trop. Moi, je veux rencontrer les gens. Donc, voilà, ça a permis que je me dise ok, j'aimerais bien peut-être faire un voyage un peu plus long un jour, mais un jour. Tu sais, un jour, donc t'as fait tes études, ouais, c'est terminé, t'as commencé à travailler, mais du coup c'est quand un jour? Enfin, y a vraiment un moment où il faut pouvoir le décider, parce que sinon ce jour-là n'arrivera jamais. Après on est dans le train-train du quotidien. Et puis ce qui s'est passé, c'est que à l'époque j'étais mariée avec un mec qui voulait voyager, qui me disait bon, écoute, quand t'es prête, on s'en va. Bon. Et puis moi j'ai été prête rapidement, hein, parce que voilà, encore une fois, mon travail ne me convenait pas du tout. Je m'ennuyais, je m'ennuyais, je m'ennuyais. Et je me suis dit, si je continue, je vais me dessécher. Il n'y aura plus rien. Voilà, ça ira pas. Donc je me suis dit, ok, on va y aller, on va s'autoriser à préparer un long voyage. À partir pendant 2 voire 3 ans. À l'époque, on avait tous les deux des économies suffisantes pour se dire on peut non seulement voyager, mais revenir après et on sera tranquille. Je le dis à titre indicatif, on avait prévu 5 000 € par an pour 2 personnes. Tout compris, hein, tout compris. On a respecté le budget. Donc c'est pas le bout du monde, sachant que on a fait beaucoup de tourisme aussi, on a beaucoup profité, on a été beaucoup aussi à l'hôtel ou autre. Donc au final, on aurait pu dépenser beaucoup moins et on aurait pu travailler beaucoup plus en étant sur place. Donc on peut clairement partir avec bien moins de 5 000 pour 2. Donc déjà, ouais, même avec 2 000 par an on part. Donc voilà. Il faut pas se mettre la rate au courbouillon par rapport à l'argent. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan pour le retour. Parce que le retour en Europe fait mal au cul. Financièrement, c'est pas... Voilà. Il faut quand même être prêt et avoir un minimum de visibilité par rapport à ça. Donc, revenons à nos moutons. J'en suis où? La préparation pour ce voyage en stop. C'était rapide. Hein, parce que moi, ça c'est dans mon tempérament. Quand je change tout. Donc il n'y a pas ça je garde pas. Non, c'est on fait page blanche. Donc j'ai tout vendu. Voilà. J'avais un CDI, j'ai démissionné. J'avais un appart avec tous les meubles, j'ai tout vendu. J'ai gardé que le strict nécessaire et puis des objets auxquels je tenais, qui avaient une valeur sentimentale. C'est tout. Donc ça s'est fait assez rapidement, tout ça. Et je suis partie véritablement au mois d'octobre 2014. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. J'ai pas vieilli. J'ai juste mûri. Bon, ça fait long hein, quand même. Hein. Et donc, ah oui, j'ai m'étais mis sur ma petite liste de vous dire qu'est-ce que j'ai emmené en fait avec moi, quelles sont les affaires que j'ai emmenées. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le dis. Passez ce passage si ça vous intéresse pas.
Euh, j'ai emmené un sac à dos petit, parce que je suis petite. Ceux qui m'ont rencontré en vrai, parce que je fais beaucoup de visio, donc en général les gens bah ils me voient jusque là quoi, et ils savent pas quelle est ma stature. Et je fais pas 1m60 en fait, donc je suis vraiment petite. Et ce qui fait qu'il y a peu de sacs à dos qui sont vraiment adaptés. Enfin, en tout cas à l'époque, je sais pas trop maintenant, mais à l'époque il y avait peu de sacs à dos pour femmes de voyage qui étaient adaptés à une stature de moins d'1m60. Et je pouvais pas porter beaucoup parce que à l'époque je faisais du sport. Ouais, je faisais quand même beaucoup de sport à l'époque. Mais euh, j'étais pas très musclée du dos, j'avais une grosse scoliose et tout. Du coup, je me disais, je vais pas embarquer 40 kilos sur mon dos en mode militaire, c'est pas possible. Donc j'ai pris un 30 litres, ce qui est peu. Un 30 litres. Et après, plus tard, dans le voyage, j'ai rajouté deux petites pochettes de 5 litres chacune, si je me souviens bien, que j'ai pu clipser sur mon sac à dos. Donc voilà. Et j'ai vraiment pris le minimum. En fait, j'ai tout pris en double. Donc un pantalon x2, donc un pantalon chaud, un pantalon froid, enfin, vous voyez le truc. Et, et que ça, et après, à l'époque, euh, j'avais... alors, il y avait un téléphone avec un GPS, hein, avec un truc satellite dessus. Parce que on avait prévu de faire des choses un peu hors des sentiers battus. Il fallait quand même avoir un GPS au cas où on se perde ou pour les secours, pour qu'ils nous trouvent. Et sinon, j'avais pas en fait. Ouais, non, j'avais pas ça. J'avais pas de tablette, j'avais pas d'ordinateur, j'avais rien emmené, j'avais juste un appareil photo. D'ailleurs, ça peut être un. Ouais, ça c'est une bonne astuce quand même. C'était un appareil photo qui était. Vous savez, qui fait à l'ancienne mode. En fait, on aurait dit un argentique alors que c'était un numérique. Et ça a été très utile à plein de moments. Parce qu'il y a des pays où. Bon, déjà, on est blanc, donc bah, on est riche. Hein, voilà, c'est quand même une idée reçue de beaucoup. Mais c'est. Enfin, une idée reçue. C'est quand même en partie vrai. On est plus riche que les gens du coin en général. Mais ça détourne en fait l'attention. Parce que les gens pensent que c'est un vieil appareil. Donc, ils accordent pas d'attention à un vieux machin. Ce qui fait que ça passait bien. Ça passait bien d'avoir un truc qui ressemble à un argentique. Et sinon, c'était tout vraiment au minimum du minimum. C'est-à-dire que je n'avais, je crois même pas de gel douche. J'avais du rasoul, donc la poudre, qui permettait de laver les cheveux, qui permettait de laver la peau. J'avais du bicarbonate de soude pour faire des déo, pour faire des tachants, pour faire tout ce que vous voulez. Euh, J'avais une paire de chaussures de marche et une paire de claquettes. Et c'était tout. Et en fait, ça passe. Et j'avais un duvet. Mais pas de tente, pas de matelas. Voilà. C'était quand même une volonté de voyager très léger et après de voir sur le moment. Parce qu'en fait, quand on part d'Europe, il y a plein de voyageurs que j'ai rencontrés comme ça, qui se sont vraiment surchargés, qui ont pris des équipements en se disant au cas où on trouve pas. Mais en vrai, on trouve hein, sur place, à moins d'aller vraiment dans des endroits du globe très reculés, on trouve. C'est parfois un peu plus cher, parfois moins cher, mais on trouve. Donc faut pas trop s'encombrer. Et il y a aussi une idée reçue, je trouve, sur le voyage encore, c'est parce que c'est beaucoup, enfin c'est très visible en Europe. Hein. Moi, je me suis équipée par exemple au Vieux Campeur, parce que je trouve que c'est un endroit absolument génial pour s'équiper, c'est que de la très très bonne qualité. Mais certaines choses j'ai regretté parce qu'en fait, quand on part pour plusieurs mois, bah, il y a des fois où on a envie juste de s'habiller normal. On n'a pas envie d'avoir le t-shirt technique, anti-transpirant, anti-moustique, anti-UV, avec le pantalon pareil, quoi. On voudrait juste avoir un jean, un t-shirt et des baskets et puis se balader. Et en fait, ce qui fait que très 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 vite, quand je dis très vite, c'est au bout de même pas 15 jours, j'ai été dans une boutique de seconde main en Espagne et j'ai racheté des vêtements. Des vêtements normaux. Donc les vêtements techniques, à moins que vous alliez dans des pays où il fait particulièrement froid, particulièrement chaud, il faut faire très attention à certaines choses. La plupart du temps, on n'a pas besoin de ça et vaut mieux adopter les coutumes locales plutôt que d'avoir des vêtements techniques qui sont moches et dont vous allez vous lasser, qui n'ont aucun style. Hein, parce que franchement, voilà.
Donc ça, la préparation, elle a été très succincte. L'itinéraire a été grosso modo déterminé, très grosso modo. La seule chose qu'on avait décidé, c'était d'être équipier sur un bateau qui allait traverser l'Atlantique. Donc équipier et pas besoin d'avoir de formation. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que ce serait bien d'avoir un minimum de base sur le fait d'être sur un bateau, sur un voilier. C'est un voilier, hein, c'est pas un bateau moteur. Enfin, il y a un moteur, mais c'est pas le but de l'utiliser tout le temps. C'est que quand il n'y a pas de vent. Et le but, donc, c'est de faire des quarts de jour et de nuit, bien sûr. De prendre les gardes, hein, de vérifier qu'il n'y a pas un bateau, un container qui flotte dans l'eau ou quoi que ce soit, des pirates ou je sais pas quoi. Et puis de faire à manger à bord. Ça, c'est des roulements, hein, toujours avec les uns les autres. Et puis, ça va être de participer à la vie à bord, au ménage, à tout ce qu'il faut faire sur un bateau. Et moi, j'avais aucune expérience. J'avais déjà été sur des bateaux, mais des gros bateaux. Pas du tout. Là, c'était un Hamel Meltem de 53 pieds. Il faisait 16 mètres. En mètres, c'était un 16 mètres de long. Donc, c'est déjà un beau gros bateau. Et on était 5. Et j'avais trouvé ce truc-là sur un site. À l'époque, c'était parmi les premiers sites à proposer ça, où on pouvait proposer sa candidature à un capitaine qui allait nous sélectionner pour une traversée. Voilà. C'était, je crois, équipier.com ou un truc de ce genre-là, vous voyez. Donc c'était plutôt simple, ça avait marché tout de suite, on avait le nom du mec, on avait tout. C'était vrai, enfin je veux dire, c'était solide derrière. Et donc voilà, comment la préparation a eu lieu, ça a été rapide, succinct, sans vraiment de réflexion. Sachant qu'on on voulait juste traverser l'océan Atlantique, après on s'est dit, bah, tu sais quoi, on verra bien ce qui nous attend de l'autre côté, on avisera. Donc on savait un peu les pays qu'on voulait traverser, mais au final, ce qu'on avait prévu initialement ne s'est absolument pas déroulé comme ça. Donc ça sert à rien de faire des plans. Et c'est souvent ce qui arrive en voyage. À moins que vous ayez un billet d'avion, ou plusieurs même billets d'avion, ça se fait beaucoup ça, si vous voulez prendre l'avion dans ce cadre-là, dans le cadre d'un tour du monde, il y a des billets tour du mondiste où vous avez à l'avance vos escales et vous pouvez d'ailleurs les décaler si vous en avez besoin, vous pouvez changer d'aéroport, etc. Et le billet est vraiment pas cher, enfin, en tout cas à l'époque, peut-être maintenant ça a changé, mais à l'époque pour 1000 €, on avait un billet pour faire le tour du monde. Vous imaginez 1000 € pour faire 5, 6, voire plus d'escales. C'est vraiment un prix incroyable, quoi. C'est imbattable parce que déjà un aller-retour Brésil c'est 600-700 €. Donc bon, voilà. Et donc on en arrive au troisième point, le départ et le début de tout ça. Donc le début de tout ça, ça a été en octobre. Mi-octobre, on est parti. On est parti de Limoges parce que on est du Limousin. Mon ex était du Limousin, moi aussi, donc on avait dit au revoir à nos familles, etc. Et puis on était parti en se mettant sur le bord de l'autoroute et advienne que pourra. Et en fait, en 2 jours, on était déjà à Gibraltar. Ça s'est passé très très rapidement, nickel. Et puis là, on a rencontré le capitaine du bateau, etc. Et on s'est engagé dans cette traversée. Donc ça a déjà commencé à mal se passer parce qu'avec les autres équipiers, en fait, on s'entendait pas. On n'avait pas du tout la même manière de voir les choses. Ça allait pas. Ça n'allait pas, mais on a quand même continué. Donc on a été jusqu'au Maroc. On a pris voilà, on a fait notre job d'équipier. J'ai évidemment été malade. Je ne savais pas que j'avais le mal de mer, n'ayant jamais eu le mal des transports. Mais alors le mal de mer, j'ai vomi pendant 3 jours. Compliqué. Il n'y avait rien qui faisait. J'ai tout essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et puis après, on a continué jusque dans les îles Canaries. Et aux Canaries, alors je vous passe, il y a plein de détails, il y a plein d'aventures évidemment dans tout ça. Il y a des rencontres qui ont été déterminantes d'ailleurs pour la suite, etc. Mais arrivé aux Canaries, le capitaine du bateau
nous dit, bon écoutez, si je continue, ma femme va me demander le divorce. Parce qu'elle veut pas. Elle veut pas que je traverse l'océan, elle trouve que c'est trop dangereux, elle veut pas que je fasse mon tour du monde en voile, ce qui était prévu pour lui. Lui devait faire ça. C'était un peu l'aventure de sa vie, il avait 60 ans passés, c'était ou 50, je sais plus. C'était un entrepreneur français qui avait extrêmement bien réussi au Maroc, et il voulait se payer ce loisir de partir en fait, à faire ce voyage. Et sa femme était restée, je crois, au Maroc ou en France, je sais plus bien. Et donc il a arrêté parce qu'il voulait pas perdre sa femme. Et donc du jour au lendemain, donc on était au mois de décembre à peu près, ok, donc plus de bateau. Ok. Déjà ça commençait à partir en cacahuète. Et le problème, c'est qu'il y a des moments pour traverser. On peut pas traverser tout le temps. Et quand on veut traverser l'Atlantique dans ce sens-là, c'est entre octobre et décembre, dernier quart. Il faut pas tarder. Parce qu'après, il n'y a plus le vent. Donc, ça marche plus. C'est de la galère. Après, il n'y a que les paquebots ou les gros bateaux, là, comment on appelle ça, les conteneurs, les porte-conteneurs qui peuvent. Parce que eux, c'est des gros moteurs. Donc, bon. Ça s'arrête comme ça. Alors on décide de prendre une autre décision. On décide de rester en fait sur place aux Canaries. En fait on est resté 1 mois et demi là-bas parce qu'il n'y avait plus de place sur les bateaux, étant donné que la plupart des bateaux étaient déjà partis, que les équipages étaient pleins. Et il faut savoir qu'il y a des équipages du monde entier, hein. C'est beaucoup des Américains, beaucoup de Néo-Zélandais, beaucoup de Bretons, beaucoup de Suédois. Euh, donc voilà, on demande à la marina, on fait plusieurs marinas, on demande à tout le monde, est-ce que vous avez de la place pour un équipier, nanana, nanana. On a des CV, enfin c'est vraiment comme un emploi. Et puis à chaque fois, c'est non. Donc normalement, le but d'un équipier, hein, je le rappelle, c'est d'aider sur le bateau, et c'est aussi de payer sa part par rapport aux frais qui vont être engagés sur le bateau. Donc notamment les frais de nourriture et les frais de marina, qui sont élevés, c'est des frais importants. Donc à peu près, c'était... je crois que ça nous avait coûté cher de faire le bateau, c'est peut-être 400 € juste pour un mois, quoi. Donc voilà. Et après ça, donc comme je vous disais, on a décidé de faire un mois et demi dans une ferme. Voilà, parce qu'on s'est dit, on va faire du woofing. Donc c'est la même chose que sur un bateau, sauf que c'est sur la terre. C'est d'aider dans une ferme. Donc là, il y avait des chèvres qu'il fallait traire, il fallait faire du fromage, il fallait emporter une partie du lait à un glacier. Donc là, c'était sur la grande île de Canaries, Grande des Canarias. On était dans une toute petite vallée de montagne, c'était très très joli là-bas. Et donc, on est resté dans cette ambiance et on a même gardé la ferme parce qu'au moment des vacances de Noël, la famille qui nous logeait, qui nous accueillait est partie. Et c'était une ferme très atypique. Et là, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Là, j'étais trop bien là-bas. Parce que c'était en pleine montagne. Alors, c'était pas très élevé, hein, mais ça reste de la montagne. C'était très à pic. Il y avait des cactus partout. Il y avait des figues de Barbarie partout. J'adore les figues de Barbarie. Et puis, il y avait surtout pas d'électricité, pas d'eau courante. Et là, c'était l'aventure. Et là, c'était cool. Donc, il y avait des récupérateurs d'eau, tout ça, mais la plupart du temps, on était avec la frontale. Et puis, il fallait s'occuper des chèvres. Et les chèvres, elles étaient difficiles. Elles avaient un caractère vraiment pourri. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Il fallait récupérer les poules qui s'étaient échappées. Il fallait créer des pièges pour retrouver les poules. Enfin, il y a eu... Voilà, c'est l'aventure. J'aimais vraiment beaucoup. Et, je vous ai pas dit le plus important, c'était une ferme troglodyte. Et du coup, il y avait des esprits et tout. Oh, c'était dingue. Il y avait un fantôme d'une femme et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. Et c'était les anciennes cavités en fait qui avaient été creusées par les premiers habitants de cette île. Donc en plus, c'était historique. Enfin, je kiffais. Voilà. Et donc on est resté 1 mois et demi là-dedans. Et en plus, oui, un élément qui a fait qu'on n'a vraiment pas pu reprendre le bateau, c'est que mon ex s'est pété le bras. Donc forcément, un bras cassé, hein, on dit toujours sur un bateau, il y a un bras pour le bateau et un bras pour faire ce que tu as à faire. Donc t'es obligé d'avoir une main qui tient toujours quelque chose dans le bateau parce que on a eu une tempête et le bateau il est comme ça quoi. Donc ça va pas.
ok? Faut se tenir. Tu veux pas avancer, tu roules dans le bateau. Et je me suis fait une énorme frayeur un jour comme ça, d'un coup il y avait eu 8 nœuds de vent, et c'était hyper violent, on avait toutes les voiles de déployer, et c'était hyper effrayant en pleine nuit. Mais bon bref, ça c'était une petite tempête en Méditerranée. Et donc voilà, on est resté là-bas. Et puis après, on a décidé de prendre l'avion, parce que effectivement, comme après, t'es bloqué, ben qu'est-ce que tu fais? Il faut bien prendre l'avion, il faut bien trouver un moyen de locomotion. T'es là au milieu de nulle part, au milieu de l'océan Atlantique. Bon, donc avion jusqu'à Sao Paulo, Brésil. Pourquoi le Sao Paulo? Parce que on avait une amie d'une amie qui était à Sao Paulo, donc une brésilienne qui avait une mère brésilienne et un père français, qui nous a accueillis dans sa coloc. Voilà. C'était une étudiante, je me souviens, elle était en master de football. C'était tellement brésilien. Et son but, c'était d'élaborer des stratégies pour les matchs de football. J'adore. Et elle avait eu son master, je crois, la même année, elle avait validé son année et tout. Un truc de fou. Donc, Sao Paulo, mégalopole, si je ne me trompe pas de terme. Des millions d'habitants. On passe d'un endroit bucolique, magnifique, dans la plaine Pampa où il n'y a personne, à une mégalopole. Et à une chaleur monumentale parce que quand on débarque en janvier au Brésil, il fait chaud cacao. Mais j'ai adoré. J'ai adoré le Brésil. On a passé 3 mois en tout au Brésil. Donc on a passé quelques jours à Sao Paulo, puis après, c'était à Campinas, je crois. Ça s'appelait comme ça. Une toute petite ville d'1 million d'habitants. 1 million, c'est une petite ville. Dans la banlieue de Sao Paulo. Et après, on est descendu plus bas, à Ubatuba. Et Ubatuba, c'est une ville côtière, une ville magnifique, où là, je me suis fait engager pour être femme de chambre, femme de ménage, enfin réceptionniste aussi, c'était un hostel. Donc il fallait accueillir les touristes, et puis leur préparer le petit-déj, préparer les chambres, etc. Ça a duré 1 mois, et pendant ce mois-là, c'était un des plus beaux mois de ma vie, parce que il fait beau, il fait chaud, t'as la plage, tu vas te baigner quand tu veux, l'eau c'est de la soupe, elle est chaude, t'es trop bien tout le temps. Moi j'adore la chaleur. Hein. Et on a rencontré là-bas des gens extraordinaires, on a rencontré des artistes, photographes, poètes. On était dans un monde en fait d'artistes. Et ça m'a trop plu. Et ces gens-là, en fait, ils sont venus nous voir parce qu'ils cherchaient des modèles photos. Et on correspondait à ce qu'ils recherchaient. Donc on a fait des photos. Des photos de nus en plus, sur l'océan. Enfin, c'était hallucinant. Mais voilà. Et ça m'a énormément aidée parce que je parlais quand même dans cette vidéo, le but c'est de parler des impacts que ça a eu sur ma vie. Et de faire des photos par exemple de nus, ça m'a libérée de plein de trucs. Et aujourd'hui j'en fais... bon, maintenant il se trouve que j'ai un compagnon qui fait des photos boudoir en plus, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que avant de partir, le fait de vivre à Strasbourg, et la proximité de l'Allemagne, il y a beaucoup de naturistes. J'avais été dans un centre de termes naturistes. Ça m'avait déjà bien aidé à me décomplexer sur mon corps et à voir mon corps comme mon corps et pas comme un objet de je sais pas quoi. Et là, après, avec ce shooting photo en pleine nature, c'était... Voilà. Trop bien. Trop bien. Ça m'a beaucoup aidé dans l'estime de moi, dans la relation que j'avais à mon corps, dans le lien que j'avais avec la nature aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux me balader, il y a des gens à poil, je m'en fous. Enfin, je fais plus du tout attention à ce genre de choses. Et la suite, ça a été quoi? La suite, après, ça a commencé à être un voyage un peu plus chargé, c'est-à-dire que on a repris le stop, on a repris l'aventure. Et après, ça a été de descendre jusqu'au bas du Brésil, d'être à nouveau volontaire dans une ferme qui était en permaculture. On essayait toujours de choisir une ferme bio. Enfin, en général, de toute façon, c'est des fermes bio qui sont volontaires pour ça. Donc là, c'était permaculture.
une famille allemande qui avait été immigrée. Il y avait beaucoup d'Allemands qui ont fui l'Allemagne nazie. Alors soit c'était des nazis, soit ça n'en était pas, mais enfin en tout cas il y a beaucoup d'Allemands dans le Brésil, le sud du Brésil. Et donc là pareil, un mois de volontariat dans un hôtel ferme. Euh, avec des crocodiles dans un lac, avec des moustiques à plus savoir quoi faire. C'était génial. C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré notre hôte. Il était... Rien que d'en parler, là, ça, je sais que je suis émue. Il s'appelait Giorgino. Et il était tellement gentil. Il y a des gens comme ça, ils marquent parce que ils sont juste, mais tellement bons en fait. On les voit et on les prend dans nos bras et on les embrasse et c'est tout. Et on parle pas la même langue, mais ça n'a aucune importance. Et alors lui, j'ai trop aimé et on a eu des discussions hyper importantes parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes avec mes parents, je me suis fâchée très fort avec mes parents, je leur parlais plus pendant des mois et tout. Et lui, il m'a aidée et lui, il était homosexuel et bon, au Brésil, ça passe, hein, mais dans sa famille, ça passait pas. Et c'était très compliqué. Et du coup, on a beaucoup discuté en anglais, portugais, espagnol, on essayait de mixer tout ça. C'était génial, c'était une personne trop belle. Donc voilà. Et ensuite, on a continué donc l'aventure en allant en Uruguay. Uruguay, pareil, magnifique, un pays que j'adore. J'ai adoré l'Uruguay. C'est vraiment... c'était trop bien, c'est trop beau. C'est un petit pays, c'est facile. Alors le seul problème qui peut arriver quand on est en stop, c'est que on était là-bas au moment, je crois, des vacances de Pâques. Et eux, ils sont très religieux, ils sont très famille, donc il y a des festivals partout pour Pâques. Et donc les voitures étaient blindées. Il y avait les chiens, il y avait les poules, il y avait tout dans les voitures, mais il n'y avait plus de place pour nous. Donc là-bas, par contre, on a attendu parfois 4-5 heures. Et c'est le seul endroit où on a attendu, et c'est pas parce que les gens voulaient pas nous prendre en stop. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de place dans les bagnoles, et que c'était un tout petit pays. Et qu'en fait, l'Uruguay, on en parle peu, hein, mais il y a la capitale, je crois que c'est... je ne vous ai pas dire connerie, Montevideo, il me semble. Et puis, on a, juste en face, on a Buenos Aires, donc en Argentine. Et le reste du pays, là, il n'y a rien en fait. Il n'y a presque rien. Il y en a un petit peu sur la côte, mais c'est tout. Et donc on se retrouve à être finalement un peu en concurrence avec l'Argentine parce que ils vont en Argentine, ils vont à Buenos Aires, ils vont dans leur capitale aussi bien sûr. Et donc il n'y avait plus personne dans le pays en fait. Le pays était devenu désert pendant les vacances de Pâques. Mais bon, on a quand même fait, on a quand même trouvé. Et puis, c'est ça qui est génial quand on arrive et quand on a 2 sacs à dos. Et ok, on est des Français. Ok, on a un blog de voyage. Ok, on a ce privilège de voyager. Mais le côté aventurier se voit, finit par se voir. Parce qu'on a la gueule brûlée par le soleil. Parce que on a une coupe de cheveux qui est quand même un peu bizarre. Et donc ça finit par être un laisser-passer. Et donc après les gens du cru, ils te voient, ils te donnent à manger, ils te disent viens, je t'invite chez moi. Ils te disent, par exemple, moi mon anniversaire c'est au moment de Pâques, j'avais rien prévu le jour de mon anniversaire, j'avais dormi sur une aire d'autoroute la veille dans une tente qui prenait la flotte, parce que les tentes là-bas prennent la flotte. C'est des tentes pour s'abriter du soleil, pas pour s'abriter de la pluie. Donc bon bref, et puis je me retrouve à faire du stop le matin de mon anniversaire, à manger du dolce de leche, et petite douceur de lait là, parce que j'adorais ce truc là. Donc j'avais mangé ça au petit déjeuner pour me faire plaisir. Et le midi, on se retrouve dans un resto routier en Argentine. Je passe le truc parce que là on est arrivé en Argentine, on a traversé l'Uruguay assez rapidement, en deux semaines je crois. Et donc à la frontière avec l'Argentine, une famille qui tenait le restaurant, pourtant hein, c'était leur métier de nous faire payer le miam miam. Ils disaient ah, c'est ton anniversaire, t'as pas ta famille avec toi, on va être ta famille. Et là ils se mettent derrière moi pour prendre la photo pour mon anniversaire, ils me donnent de l'argent, ils me donnent à manger. Ok, merci. J'ai rien demandé, j'ai juste dit que c'était mon anniversaire parce que je voulais savoir s'ils avaient des gâteaux. Et voilà. Donc
c'est là où, en fait, quand on se laisse aller à la rencontre, c'est pop, 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 pop. Alors, c'est pas tous les jours pop, 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 mais ça arrive très souvent. Et pour revenir juste le jour d'avant en Uruguay, on arrive pareil dans un festival blindé de monde et tout, ben, les gens ils te disent non mais moi j'ai un terrain, j'ai des choses sur le terrain, vous pouvez y aller. Je vous mets pas dans le camping il est blindé, il est sale, les sanitaires c'est dégueulasse. Vous allez dans le champ, vous montez votre tente, vous serez bien, les chevaux ils vous feront rien, vous serez au calme. Et on paye pas. Non mais voilà, moi c'est le genre de choses qui m'a complètement transformée cette relation humaine que moi j'avais pas, hein, parce que je suis quelqu'un, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de très solitaire. J'ai besoin de voir personne. Si je vois des gens, tant mieux, mais je n'ai pas besoin de voir des gens. Et sauf que j'avais des a priori sur les autres, un petit peu quand même. Je me disais, bah, la barrière de la langue, la culture, c'est pas la même chose. Alors oui, parfois il y a eu des quiproquos, hein, je dis pas. En Argentine surtout, attention les filles, je pense que c'est encore le cas. Si vous parlez à un homme, vous êtes intéressé. Même s'il y a votre mari à côté, vous êtes intéressé. C'est ce que lui va penser. Moi je me suis fait draguer par des mecs très vieux. Chauffeur de taxi ou autre, c'est normal de parler à un taxi pour lui dire où tu vas. Hein, même s'il te prend en stop, parce que là il nous avait pris en stop. Il avait fini sa journée, il a dit bah tiens je vais les dépanner. Mais en fait il croyait que j'étais intéressée par lui parce que c'est moi qui lui parlais, parce que ça aurait dû être mon ex qui lui parle et qui lui dise la destination. Donc il y a des endroits où niveau culturel ça peut parfois être un peu délicat, mais c'est rare. Et quand ça arrive on rectifie, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et ça passe quoi. Donc voilà un peu. Et puis alors après, on est passé que 2-3 jours en Argentine à peine, parce que c'était juste la frontière. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais on est vraiment sur le bord du bout de l'Argentine, là où il y a le Brésil, là où il y a l'Uruguay, là où il y a le Paraguay. Il y a 4 frontières pratiquement au même endroit. Et, et mon cadeau de mes, du coup, 25 ans, c'est ça, 25 ans? Oui, oui, 25 ans. C'était d'aller aux chutes d'Iguassou. Donc c'était un grand rêve que j'avais. Et donc du côté, vaut mieux aller du côté argentin que du côté brésilien. J'ai été du côté argentin. C'était trop beau. C'était trop beau. Voilà. Donc j'étais très très heureuse de faire ça. Et puis plus tard, bah, c'était le Paraguay. Alors le Paraguay, pareil, de voyageur en voyageur, on a des adresses et puis on trouve des lieux et puis voilà. Mais le Paraguay, j'ai détesté. Là, ça commence à rentrer dans la phase du voyage que je n'ai pas aimé. Parce que non, je n'ai pas tout aimé de ce voyage. C'est pas parce que j'y ai passé encore quelques mois que j'ai apprécié. À partir de là, ça a commencé à se dégrader. Déjà, je commençais à avoir un petit peu le mal du pays, le mal de l'Europe. Pas de la France. Je suis pas franchouillarde pour un sou, mais j'aime l'Europe quand même. J'aime les vieux bâtiments, j'aime la bouffe européenne. Et ça commençait un peu à me manquer. Mais bon, ça passait. Et ce qui s'est produit, du coup, c'est qu'au Paraguay, c'est la plaque tournante de la drogue pour toute l'Amérique du Sud. Donc il y a des colis suspects partout, le bus il s'arrête au milieu de nulle part, il n'y a pas de route, c'est des chemins, enfin, au lieu d'un trajet qui met 10 heures, on en met 28, enfin, c'est compliqué le Paraguay, ça l'a été pour moi, ça a été très compliqué. On est des blancs, donc forcément on a de l'argent, et ils sont limite à nous racketter, limite à nous voler, bon, il a fallu vérifier les additions plusieurs fois. Mais j'ai réussi à trouver un hostel qui était tenu par un mec qui avait beaucoup voyagé, et du coup bah il y avait beaucoup d'Européens dans cet endroit là, donc ça a été, on s'est pas fait rouler là-dessus, mais c'est très particulier. Et là on commence à arriver dans un confort qui est pas du tout le même. Autant en Uruguay c'est un pays très développé, il y a peu de différences avec l'Europe. Le Brésil j'en parle pas, il n'y a pas de différence pour moi. Au Brésil on peut trouver exactement les mêmes choses. Bon, c'est pas les mêmes infrastructures, mais ça ressemble et je trouve pas qu'on perde en confort. Autant le Paraguay, là, ça commence à être. C'est pas. Voilà, c'est pauvre et c'est violent. Et en fait, il y a plus de la moitié du pays qui est complètement inhabité. C'est un désert. Et dedans, il y a que des personnes qui font partie d'une secte. C'est un peu comme les Amish, mais c'est pas des Amish. Des Mémonites. Donc c'est des personnes assez particulières que j'ai eu l'occasion de rencontrer, hein. C'est pas des gens désagréables, mais c'est juste des gens qui ont décidé de vivre comme avant l'arrivée de l'électricité. Je crois pas qu'ils aient intégré l'électricité dans leur vie, les Mémonites.
Donc tout est en arrière. Et le problème, c'est la consanguinité. En fait, ils ont des bras extrêmement longs, ils ont des difformités physiques parce qu'ils sont entre eux, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez particulier, même très bizarre. Il y a plusieurs postes frontières. Enfin, c'est un pays où je me suis pas sentie bien. Je me suis vraiment pas sentie bien et je pense que en tant qu'étranger, on ne s'y sent pas bien. Voilà. Compliqué. Peut-être ça a changé, parce qu'encore une fois, ça fait 10 ans que j'y étais, donc les choses peuvent évoluer, hein, clairement. Mais renseignez-vous peut-être un peu plus que ce que moi j'ai fait si jamais vous décidez d'aller là-bas. Et ensuite, j'ai continué avec la Bolivie qui m'a encore moins plu. Bolivie, j'ai passé quand même au moins 2 mois. J'ai été volontaire dans une paroisse, j'ai aidé des gens. Dans le fond, c'était pas désagréable, mais je vais dire un truc qui va peut-être m'attirer les foudres de plein de gens. Mais j'ai pas aimé la mentalité bolivienne. La mentalité bolivienne, c'est t'es blanc, t'es gringo, tu payes. On te parle pas comme une personne normale. Ils sont élevés avec un complexe d'infériorité qui est absolument démentiel. C'est-à-dire que ils sont jamais vrais en fait. Peut-être qu'avec des mois, voire des années, on peut s'intégrer. Mais c'est très compliqué. Très très compliqué. Parce que moi j'étais dans des... J'ai évité tous les endroits touristiques. Moi je faisais pas les endroits touristiques à aucun moment. Donc j'étais dans les campagnes, j'étais avec les gens du cru, j'étais dans leur mode de vie. Et en fait, je vais juste vous donner un exemple de quelque chose qui m'a absolument dépassée. C'est qu'ils veulent faire croire qu'ils sont riches, mais ils ne s'autorisent pas à vivre comme s'ils l'étaient. Par exemple, il y a beaucoup de maisons en Bolivie qui sont inhabitées et qui sont jolies avec beaucoup de guillemets, qui sont vaguement européanisées, dans lesquelles il va y avoir du carrelage par exemple, il va y avoir un portail à l'entrée, il va y avoir une cuisine aménagée, ce genre de choses qui n'existent pas dans les maisons traditionnelles, hein, où c'est terre battue, c'est très minimaliste, il n'y a pas vraiment de confort. Néanmoins, il y a des maisons en assez grand nombre, dans des villages, même reculés, qui sont inhabitées. Et en fait, c'est des familles qui sont pauvres, qui vont injecter de l'argent pour construire une maison dans laquelle ils ne vont jamais vivre. Et quand ils ont des enfants, par exemple, qui vont à l'université, qui ont après un métier, qui vivent en ville, ces enfants-là vont aussi envoyer de l'argent, pour que la maison, y ait plus de meubles, qu'elle soit belle, etc., etc. Ils vont embellir la maison, en fait. Mais ils ne vont jamais y vivre. Ils vont continuer de vivre dans leur taudis. Sans électricité, sans eau courante. C'est très particulier, ça, pour moi. J'ai pas pu comprendre. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes, avec des locaux, avec les prêtres avec qui je partageais, j'ai partagé quand même longtemps avec eux. Il y avait une école, il y avait tout ça. J'ai essayé d'en parler. Les gens me disaient oui, c'est une manière de montrer qu'on a des moyens. Oui, mais pourquoi vous ne viviez pas dans la maison? Ah bah non, il faut pas la salir. C'est pour l'image de la famille. Ça m'a dépassé. Par exemple, si vous demandez votre chemin à une personne en Bolivie, il y a de grandes chances pour qu'elle vous dise quel est votre chemin, qu'elle vous donne une direction, même si elle ne le sait pas. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, vous n'allez pas, apparemment, hein, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est les témoignages que j'ai entendus jusqu'ici, une personne en Bolivie ne va pas assumer qu'elle ne sait pas vis-à-vis d'une personne blanche. Moi je préfère qu'on me dise, parce que du coup on s'est perdu un paquet de fois. On s'est perdu un paquet de fois à demander un chemin aux locaux. Quand les cartes elles sont pas à jour, quand il n'y a pas de panneau, faut bien demander à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de panneau là-bas. Hein. Cherchez des panneaux, vous n'en trouverez pas. Hein. Les gens vous disent ah oui, le restaurant, le machin, l'hôtel machin, le lieu machin, oui je sais aussi, c'est là-bas. Ah ouais, en fait c'était de l'autre côté quoi. Et donc moi j'ai pas aimé. Ça a été compliqué la Bolivie. Pour moi, c'était très compliqué. Ce côté hyper... il s'infantilise énormément parce que la colonisation a foutu la merde. Parce que c'est énormément d'incohérences en fait. Et moi, les incohérences, ça me met en colère. Par exemple, ils sont contre la colonisation, contre ce qui leur est arrivé, et on comprend, hein, il y a eu quand même beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, etc. Mais
ils portent les vêtements que les colons leur ont imposés. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Si vous êtes contre la colonisation, pourquoi vous avez ces costumes qui ne sont finalement pas traditionnels? Voilà. Ce sont des exemples. Il y a aussi, j'ai vu très 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 peu d'entraide entre personnes boliviennes. Et j'ai vu des choses qui m'ont ulcérée. Ulcérée, il y a des manques d'éducation terribles. Terribles. Par exemple, on prend le bus parce on peut pas faire de stop. Pour le coup, petit disclaimer, en Bolivie, au Paraguay et aussi un peu au Pérou, en tout cas c'est les pays que j'ai vus, on ne peut pas vraiment faire de stop parce que les gens n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'argent en fait pour avoir une voiture. Donc la plupart du temps ce sont des minibus, donc on paye 3 fois rien, hein, mais on paye quand même le minibus. C'est normal, il faut participer, c'est hyper normal de faire ça. Et il faut même donner plus parce qu'on est blanc, c'est normal. Par contre, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que très souvent, on se retrouve à attendre, il y a des bouchons et tout ça, notamment aux abords des grandes villes. Et donc, il y a plein de marchands ambulants, vous savez, un petit peu comme avant, on avait sur les plages, par exemple, en France, où moi, j'ai pas connu, en tout cas, de marchands ambulants ailleurs, en Europe. Donc c'est des femmes qui font ça, c'est leur boulot je pense. Elles ont des grands paniers avec dedans des barres de chocolat, des choses comme ça, des petits snacks. Donc en fait elles tendent par la fenêtre et puis on achète par la fenêtre directement les trucs. Et les gens, ils ouvrent leur barre de chocolat, admettons, ils prennent l'emballage, ils le jettent par la fenêtre. Ce qui fait qu'il y a des immondices partout. C'est une horreur. Une horreur. La nature est sublime. Moi j'étais sur les grands plateaux à 4000 mètres d'altitude et tout, j'ai passé plus d'un mois là-bas. C'est parmi les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Ouais, bah faut faire abstraction des déchets. Hein. Et en fait, dans leur mentalité, c'est Pachamama qui gère. Pachamama, c'est, si j'ai bien compris dans la définition, c'est en gros la déité qui représente la terre nourricière et qui prend soin d'eux, etc. Sauf que le plastique, les gars, c'est pas rentré dans leur cerveau que ça allait pas se... Enfin, c'est pas du papier, quoi. Ça va pas se détériorer. Ça, je peux pas. Il y a un manque d'éducation qui est très 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 intense. Par rapport aux filles, par rapport à... Il y a plein de choses où vraiment les gens, ils sont pas libres, quoi. Ils sont pas libres de penser, ils sont pas libres de réfléchir, ils sont pas libres d'entreprendre. Et cette culture-là, de l'infériorité, elle est vraiment vivace. Heureusement, après, du côté du Pérou, ça s'améliore. Et au Pérou, c'était beaucoup plus libre. Déjà, par exemple, au Pérou, je me souviens, la première ville où j'ai débarqué, c'était après avoir fait le lac Titicaca. Parce que j'avais fait du voilier sur le lac Titicaca avec l'école... Bref, c'était très sympa. Et donc, je vais passer la frontière. On est sur un bus qui est sur l'eau, qui est sur une barge flottante sur l'eau, qui est très, très, comment dire ça, risqué. Il doit y avoir des bateaux qui coulent parce que c'est vraiment pas en bon état. Enfin bon, bref, nous on est passé. Et directement arrivé de l'autre côté, qu'est-ce que je vois? Je vois des couples qui s'embrassent. Je vois des couples, quoi. Et ça faisait des mois que j'avais pas vu de gens s'embrasser. En Argentine, j'avais vu des gens s'embrasser, au Paraguay, non. Je pense que c'est beaucoup plus traditionnel et donc les gens ne s'affichent pas. Et au Pérou, beaucoup plus libre, des jeunes gens qui s'embrassent, qui vont au resto, qui sortent. Il y avait une forme de vie qui était très différente au Pérou, donc le Pérou m'a beaucoup plu. Puis là-bas, j'ai passé un mois chez une fille de ma région. J'avais eu le contact, qui était devenue couturière, du coup elle m'a appris la couture Enfin bref, ça a eu un très bel impact sur ma vie, ça aussi. Voilà, donc on vivait dans un village paumé en Bolivie. Après j'ai eu plein d'expériences... au Pérou, pardon. J'ai eu plein d'expériences au Pérou, mais à ce moment-là, mon corps, il a commencé à me lâcher. En fait, j'avais trop marché. J'avais fait des treks, notamment en Bolivie, qui étaient trop intenses, avec des dénivelés monumentaux. Et donc, déjà à la base, mes genoux, j'ai toujours eu des problèmes. J'avais pratiquement plus de ménisques déjà avant de partir. Je devais me faire opérer, je n'ai pas voulu me faire opérer. Et là, en fait, j'avais les genoux en feu, je ne pouvais plus marcher. Donc ça a commencé à me poser problème. Pour la suite du voyage, ça allait s'annoncer fort délicat.
Et j'ai décidé de fait de rentrer. Et ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'à ce moment-là, du coup, mon ex-mari avait un de ses frères qui se mariait en Suisse. Et ben, on voulait rentrer pour ce mariage. C'était l'occasion. Donc voilà. Donc on est rentré. Je crois que c'était pour le mois de septembre. Donc on est parti un an. Ouais, un an. Et on est rentré en septembre. On a passé un mois en Europe. À faire le tour de la famille. On a fait un grand tour en vélo. On a fait, je crois, plus de 600 km en vélo. Voilà, en suivant les pistes cyclables depuis Grenoble jusqu'à Sète, de Sète jusqu'à Toulouse. On a fait ce grand périple là pendant un mois pour revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, etc. Et c'était super cool. Et du coup, c'était facile d'enchaîner sur un voyage en vélo quand on a vécu tout ça. Et moi, mes genoux allaient mieux. Donc voilà. Et après, on pouvait pas s'arrêter là. Après, en fait, on avait déjà prévu de repartir. C'était juste pour voir le mariage, passer un peu de temps en famille et repartir. Et je sais même plus, mais je crois qu'on est parti avant Noël. Il me semble qu'il y a eu ce problème-là. Il me semble que ma famille en a voulu. Il me semble. Je suis pas sûre, je me souviens plus trop des dates. Il me semble qu'on est reparti. Donc on a fait un visa vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande. Et là, ça a été 8 mois de Nouvelle-Zélande, plus un mois aux îles Tonga. Donc la Nouvelle-Zélande, ça s'est pas fait par hasard. Ça s'est fait parce que déjà à l'époque, beaucoup de personnes en parlent. Et la Nouvelle-Zélande, ça a toujours été une destination très cotée, très demandée par les backpackers, parce que très facile d'accès, des paysages à couper le souffle, c'est facile parce que c'est en anglais, c'est facile parce qu'on a un visa vacances-travail en tant que français, donc on peut bosser n'importe où, se faire de l'argent et continuer de voyager aussi longtemps qu'on veut. Donc il y avait quand même beaucoup d'avantages à un visa d'un an. Et néanmoins, on n'arrive pas en Nouvelle-Zélande comme une fleur non plus. Et même si on a encore repris l'idée du stop, etc. pour ce voyage-là, en fait, on y a été parce que, quand je vous disais au tout début qu'on s'était retrouvés aux Canaries, vous savez, aux Canaries, puis même on était à Casablanca, le jour où il y a eu la tempête, où le bateau il a fait ça et tout. Et ben, le soir, on était dans une marina. Et dans cette marina, en fait, la grande marina de Casablanca était fermée, était réservée qu'au roi. Je sais pas pourquoi il a décidé ça, ce mec-là. Ce qui fait que tous les bateaux étaient obligés d'aller dans une toute petite marina qui s'appelle Mohamedia. Je sais pas si vous connaissez, c'est à 1 heure de Casa. Et donc tous les bateaux étaient obligés d'aller là, sauf qu'il n'y avait pas de place. On aurait dû pouvoir aller à Casablanca, étant donné la tempête qui s'annonçait. On ne pouvait pas être tous regroupés au même endroit, c'était trop dangereux, il n'y avait plus de place sur les pontons. Néanmoins, c'est ce qui s'est passé. Et donc à côté de notre bateau, on était déjà nous en bout de ponton, on était déjà accrochés à un autre bateau, il y avait des Néo-Zélandais. Et ces Néo-Zélandais-là, ils se sont bourrés la gueule. Et ils n'ont pas réussi à remonter sur leur bateau parce que ça tanguait grave, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de houle, c'était compliqué. Et puis en plus, comme on était les bateaux les uns à touche-touche et qu'il n'y avait plus de ponton pour passer devant le bateau, eh bien, on avait mis des petites planches de bois, mais qui étaient fines comme ça, il y avait juste la place pour mettre un pied. Donc ils étaient bourrés et il y avait une mini planche, forcément il y en a un qui est tombé à l'eau. Je vous remets le contexte, on était au mois de octobre-novembre. Il faisait froid, l'eau était froide, le mec était bourré, il se noyait. Et à ce moment-là, nous on est sortis parce qu'on avait entendu du bruit, l'équipage était sorti. Et donc mon ex-mari, il a vu qu'il était dans l'eau, moi je ne l'avais pas vu. Et en fait on l'a aidé à sortir de l'eau. Ça, à savoir que c'était une eau absolument dégueulasse parce que en fait tous les bateaux se déchargeaient dans l'eau. Donc je vous le dis autrement, quand on allait aux toilettes, la chasse d'eau partait directement dans l'eau de la marina. Donc lui il s'est retrouvé dans un tas de merde. Ce qui fait qu'en plus d'avoir froid, en plus de se noyer, il aurait pu choper un truc, une bactérie, un truc pas net. Hein. Donc on l'a sorti de là, il s'est lavé, et il a été décuvé. Et le lendemain matin, ils sont revenus tous les deux un peu plus sobres, en me disant, mais en fait vous nous avez sauvé la vie, si vous n'étiez pas là, il y en aurait un ou deux qui seraient morts. Parce que l'autre
son pote qui n'était pas tombé à la flotte, il se marrait, il se bidonnait, il ne se rendait pas compte en fait de ce qui était en train de se passer. Et donc ils nous disent, vous êtes les bienvenus en Nouvelle-Zélande et c'est pas pour rire, on vous héberge, on vous trouve un travail, on est là pour vous. Les mecs, c'était des millionnaires, avocats d'affaires, profs d'université, gérants de magasins équivalent Galerie Lafayette. C'était des gens qui avaient beaucoup de réseaux, et la Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit pays, je crois qu'il n'y a que 5 millions d'habitants. Donc les gens se connaissent, très facile, quand on en connaît un, on en connaît 30. Et donc on avait gardé ça dans un coin de notre tête en disant, bah ouais, la Nouvelle-Zélande, on voudrait bien y aller, et peut-être ça serait une bonne chose de leur demander de l'aide quand on va arriver pour au moins avoir quelques contacts. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Du coup, arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était la porte ouverte. Ils nous ont ouvert leurs bras, ils nous ont ouvert leur maison. Évidemment, comme c'est des gens qui étaient très fortunés, ils avaient plusieurs maisons sur le territoire. Donc, ça a toujours été en échange de services. Ça a toujours été, ok, tu peux rester dormir chez moi autant de temps que tu veux. Par contre, tu fais à manger, par contre, tu fais le ménage. Voilà, mais normal en fait. Normal, le savoir-vivre classique. Mais dans des très belles maisons. Dans des lieux très privilégiés. Voilà, on a dormi sur des bateaux, on leur a gardé leur bateau dans la marina d'Auckland. Leur a gardé plusieurs maisons de vacances dans des endroits de folie où c'était accessible uniquement en allant avec un 4x4. Il y avait un 4x4 qui attendait à l'entrée d'une île à laquelle il fallait y arriver en bateau. Puis après, il y avait un 4x4 avec juste le bon plein d'essence pour aller jusqu'à la maison. Enfin, c'était des choses comme ça, c'était des choses atypiques. Et donc forcément j'ai adoré, et forcément on a fait énormément de rando parce qu'il y a un chemin, on appelle ça le Te-Ano si j'ai bonne mémoire, qui part de l'île du Nord, qui va jusqu'en bas de l'île du Sud. Alors on n'a pas fait les 3000 km de ce chemin, mais on a fait quand même 2-3 mois de randonnée. Exceptionnel la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, moi, ça m'a donné envie des grands espaces, encore plus. J'ai revécu le Seigneur des Anneaux, parce que je suis une grande fan de Tolkien, et donc forcément, en plus des bouquins que j'avais lus quand j'étais petite, là je voyais les paysages de tournage, et j'étais ah bah attends, là c'est pas là que Damarwen elle a traversé avec son cheval, et là je me retrouvais à traverser la rivière, alors c'était trop bien. J'ai adoré. Je m'emballe, du coup je tousse. C'était génial. J'ai passé 8 mois trop bien, quoi, trop bien, en alternant le boulot, les randos, les rencontres, la nature, mais là-bas, mais exceptionnel. Et donc après, juste le dernier mois où ça a été Tonga. Tonga, c'était cool, super cool, mais j'avais un problème avec la mentalité des gens. En fait, je me rends compte que j'arrive pas à m'intégrer, moi. Et je m'intègre quand c'est la même culture que la mienne. Ce qui est plutôt logique, finalement. Donc si je devais immigrer quelque part, j'irais dans un pays anglo-saxon. Parce que j'ai pas trop la culture française, encore une fois. J'ai plus la culture anglaise. Un peu allemande aussi, du fait de mon père, qui est à moitié allemand. Et puis beaucoup, beaucoup en anglaise en fait. C'est la bouffe anglaise, les coutumes anglaises, l'humour anglais, les films anglais. Je suis très anglaise, ok. Et dans mon ADN d'ailleurs, j'ai fait un test ADN il y a quelques années de ça, je suis à 75% britannique. Et je le sens, je le sais, j'aime l'anglais, enfin bref. C'est pour moi, je me sens plus anglaise que française. Bon, bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à Tonga, c'est un royaume. Un royaume un peu à la traîne, qui fait encore partie du Commonwealth, pour le coup, hein, ça fait partie du royaume, enfin, c'est rattaché à la couronne britannique, mais c'est pas britannique. Pas du tout. Il y a des gros problèmes de société, mais j'ai été témoin d'un viol. C'était compliqué. C'était un pays qui m'a un peu fait suer. Je suis tombée très malade là-bas, j'ai eu une énorme grippe qui m'a accouchée, puis avec la température là-bas je délirais, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de médecin,
tu veux changer d'île, il te faut un bateau, le bateau tu sais pas quand est-ce qu'il arrive, tu sais pas quand est-ce qu'il part, tu sais pas combien tu payes, enfin c'est le bordel. À l'époque en tout cas c'était le bordel. Et ce qui fait que moi j'avais réservé un billet d'avion et que je savais même pas si j'allais pouvoir prendre mon avion parce que le bateau n'était pas encore affrété parce qu'il y avait trop de problèmes de bateau. Il y a déjà des bateaux qui ont coulé là-bas avec des centaines de personnes à bord juste parce qu'ils n'ont pas fait l'entretien. Donc Tonga, c'est à côté des Fidji, mais ça n'a rien à voir avec les Fidji. Donc voilà. Et moi je suis rentrée seule de ce voyage. Alors à l'époque j'étais pas encore séparée de mon ex-mari, mais ça n'a pas tardé néanmoins. On a tenu 1 an de plus. On a vivoté hein, comme on a pu, parce que de toute façon ça battait de l'aide depuis des années notre histoire. Mais moi je suis rentrée pour une raison qui n'avait a priori rien à voir avec mon couple. C'est qu'un jour, un beau jour, en Nouvelle-Zélande, après avoir vécu tout ça, après en fait avoir vidé ma tête, avoir pris tout ce temps pour moi, tout ce temps de confrontation à l'autre, d'aventure, de rencontre, de sortie de zone de confort, après avoir expérimenté tout ça, un beau jour, j'étais sur une plage magnifique, avec un coucher de soleil magnifique en Nouvelle-Zélande, il y avait des rochers et tout, c'était sublime. Et j'étais toute seule. Et là, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit Anne, rentre. Tu rentres et tu crées ton entreprise. Et tu rentres maintenant. On était au mois d'août. Fin juillet. On était fin juillet. Et après, en août, on avait été à Tonga pour un mois. On était volontaire dans un yacht club. Et voilà, en fait, j'ai pris mes billets pour partir fin août, je suis revenue en France. Je suis repartie du coup seule, j'ai laissé mon ex-mari, lui il a continué à voyager, il a fait sa vie. Surtout j'en avais rien à foutre. On n'était plus vraiment ensemble, donc c'était pas le problème. Mais moi j'avais cette conviction que je devais créer mon entreprise, que ça y est, j'étais prête. Il m'avait fallu 2 ans. Ça a été long. Sauf qu'effectivement, quand je suis rentrée, c'était tellement fort. J'étais tellement déterminée. Et puis quand je suis déterminée, je suis déterminée. Hein. C'est-à-dire que quand je suis déterminée, quelqu'un me dit non, je ne l'entends pas. Pour moi, non ne veut rien dire si ma voix intérieure me dit si. Me dit oui, c'est oui. Vous dites non, mais vous êtes une bande de cons en fait. Moi je suis comme ça, hein. Franchement, je suis très radicale dans ma tête. Et c'est comme ça que j'avance. J'avance en écoutant ce truc-là. Et en fait, là, c'était trop fort. Il y a des fois où on doute, il y a des fois où c'est moyen oui, moyen non. Mais là, c'était comme une forme d'apparition dans ma tête. Je pouvais pas lutter, c'était plus fort que moi. J'aurais eu... encore quelques semaines avant, j'aurais eu une appréhension à rentrer seule. Il y avait des escales et tout, c'était long quand même hein, de rentrer de Nouvelle-Zélande. C'est l'autre bout de la planète exactement, donc il y a 12 heures de décalage. C'est un autre monde. Donc il y avait 24 heures de vol. Voilà. Il fallait passer par... je me suis arrêtée à Shanghai. C'était toujours délicat hein, de passer en Chine. Oh, c'est toujours très délicat. J'aurais préféré Dubaï ou autre chose, mais bon, ça a été la Chine. Et je suis rentrée. Et en fait, je me suis mis bille en tête. Ok, Anne, tu construis ton entreprise maintenant. Tu prends rendez-vous maintenant. Donc dès le lendemain, j'ai commencé à créer mon entreprise. Donc j'ai pris rendez-vous avec la Chambre des métiers, avec l'URSSAF. Quelques jours plus tard, il y a eu une fête bio. Dans cette fête bio, j'ai trouvé une association qui mettait à disposition un local. J'ai dit, je m'inscris, c'est bon, ça marche, c'est ça que je veux. Et puis j'ai créé 2 entreprises en fait. J'en ai pas créé qu'une. Parce que comme je fais pas les choses à moitié, à l'époque j'étais vraiment très radicale. Je me rends compte maintenant, je suis beaucoup plus douce dans ma manière d'aborder les choses. Enfin, beaucoup plus douce. Je suis très déterminée encore, mais je suis moins bulldozer. À l'époque, j'étais très très bulldozer. Donc il fallait que ce soit maintenant, tout de suite. J'avais décidé. Et du coup, quand je suis comme ça, il y a une montagne, quoi. Il y a une montagne en face, il y a une montagne derrière. C'est pas grave, je traverse. Je fais le tunnel. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que le 16 octobre, j'ai eu officiellement mon entreprise. Et du coup, ma deuxième aussi, parce que oui, je vous ai pas dit, mais peut-être vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps.
à l'époque, j'avais créé une entreprise donc d'accompagnement, soins énergétiques, blablabla, hypnose comme j'ai aujourd'hui en fait. Hein. Enfin, c'était pas la même version, mais ça ressemblait. Et puis, j'avais créé aussi une entreprise de couture énergétique, où en fait, selon la personne, je prenais le temps avec elle pour déterminer quelles étaient les formes, quelles étaient les matières, quelles étaient les couleurs qui lui convenaient le mieux, et j'élaborais avec elle une tenue, mais une tenue de fête, de mariage, de cérémonie. J'aime pas faire des petits vêtements qui servent à rien du quotidien. J'aime faire que des choses qui sont compliquées. Au final, cette entreprise n'a pas été rentable parce qu'en plus, je devais travailler qu'avec des matières bio et tout. Donc, je l'ai tenue pendant, je crois, 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et après, j'ai arrêté parce que bah, tout simplement, j'ai pas de formation en couture en fait. Donc, j'y arrive, mais je mets un temps fou par rapport à une pro. Et puis, c'est pas rentable. En fait, sur des tissus, même avec les tarifs professionnels, hein, sur les tissus bio, c'est très cher, c'est très très cher. Donc il faut aussi trouver des personnes qui sont prêtes à mettre un prix monumental dans une robe. Voilà. Donc j'ai arrêté de faire des robes de mariée et j'en ai fait 1 ou 2 comme ça. J'ai eu des clients dans la famille qui m'ont fait confiance. Et j'étais très honorée parce que quand ta famille te fait confiance pour une robe de mariée, c'est que ça va. Et elle était très contente, donc c'était le principal. Et voilà, après moi j'ai continué avec l'autre entreprise. Et en fait aujourd'hui, là où ça m'a vraiment complètement changé, c'est que les défis dans ma vie, ils peuvent être très inconfortables. Hein. Je continue à vivre et puis depuis, il s'en est passé des trucs hein, dans ma vie. Mais d'avoir eu cette expérience, c'est comme si j'avais compris que rien n'était impossible. Alors ça veut pas dire que les choses se font rapidement ou quand on en a envie, mais d'avoir rencontré plein de personnes avec des parcours de vie très différents les uns des autres. Et puis, parfois on rencontre quelqu'un, je me souviens d'une américaine que j'avais rencontrée, elle était très grande, elle avait une taille mannequin, elle était très belle. Et puis elle me dit, tu sais, je suis partie de chez moi, de Seattle, il y a 2 ou 3 mois seulement, avec mon sac à dos, et j'ai perdu 30 kilos. Il y a 2 ou 3 mois, je ressemblais pas à une mannequin. Et en fait, c'est de voir aussi ces changements-là dans la vie des gens. C'est parfois on voit quelqu'un, on se dit, ah, cette personne, ah, elle a tout dans sa vie. Ah, elle a le mec super, elle a les enfants super, elle a la maison super, elle a le job super. Mais en fait, on ne sait pas que peut-être il y a 1 an ou 2 avant, elle avait rien de tout ça. Ou c'était Bagdad dans sa vie, c'était trop compliqué. Et ça fait du bien parce que ça donne foi en l'humanité, ça donne espoir dans notre capacité de changement et ça permet aussi de voir qu'on peut être là un instant T et 2 mois plus tard complètement différent. Donc voilà, le monde s'ouvre quand on va le voir, quand on rencontre le monde s'ouvre. Et, et ça, moi, ça m'a complètement changé et je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses, que j'étais capable de m'adapter à beaucoup de choses et que j'étais douée pour beaucoup de choses parce que j'avais tendance à ne pas comprendre ce pourquoi j'étais douée. Et en fait, j'ai compris que j'étais très douée pour ressentir, extrêmement douée même pour ressentir et dans plein de situations. Par exemple, j'étais très douée pour être à la barre des bateaux de course. Parce que j'ai fait des bateaux de course en Nouvelle-Zélande. Et il me disait, mais attends, ça fait combien d'années que tu fais ça? Parce que tu suis le vent, tu sens ce qu'il faut faire, tu sens quelle direction prendre. Bah oui, les gars, c'est naturel chez moi. Et donc, en fait, il y a des choses comme ça que j'ai pu comprendre mes qualités. J'ai pu comprendre aussi mes défauts. Mais j'avais du mal à voir mes qualités. J'ai toujours été très critique vis-à-vis de moi, donc c'était facile de me dénigrer, facile de me rabaisser. J'étais très mal dans ma peau, j'étais pas bien en partant, j'avais pas de sens à ma vie, j'étais larguée, j'étais déjà pas bien dans ma relation de couple à l'époque. Et puis, je suis rentrée, j'ai créé mes 2 entreprises, ça a marché tout de suite ça a marché. Et puis, après, les portes se sont ouvertes de plus en plus, puis j'ai divorcé, et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et puis ça n'a pas du tout fait. Et puis j'ai rencontré encore quelqu'un d'autre, et puis mon travail continuait d'évoluer, continuait de prendre une autre tournure,
Et puis j'ai passé quelques années avec quelqu'un et ça s'est cassé la gueule à un niveau que j'aurais jamais imaginé. J'ai été extrêmement blessée, j'ai souffert énormément, j'ai fait une énorme dépression. Et, et puis ça s'est réenchaîné et, et j'ai encore changé de vie et mon travail a encore évolué et j'ai encore rencontré quelqu'un d'autre et cette fois ma vie elle est en train de se poser. Et là on parle de pratiquement 10 ans après ce voyage. Et en fait ce voyage m'a donné la force du changement, m'a donné la force de ne pas avoir peur de rompre avec quelqu'un parce que ça ne me convenait plus alors qu'avant je n'arrivais pas. J'étais engagée quoi. C'était fini, il fallait que je fasse ma vie avec cette personne. Pareil avec le métier, je me disais bah attends t'as commencé ça, faut qu'il y ait une logique, faut que tu fasses une carrière, faut qu'il y ait un enchaînement. Mais non, parfois on peut aussi tout arrêter. Et ça m'a vraiment donné ce potentiel, ça m'a révélé mon potentiel de changement, de transformation, de mutation. Ça m'a donné de l'énergie. Et ça m'a aussi permis de ne plus avoir besoin de voyager. Parce que, bon, j'aime bien encore maintenant faire des excursions, mais j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de me dire, ok, j'ai mon passeport qui est toujours à jour, et ça, je ferai en sorte d'avoir mon passeport qui est toujours valable, parce que j'en ai besoin de savoir que je peux sortir de ce pays quand je veux. Mais je ne l'utilise pas forcément. Et il y a ce quelque chose d'aventure, d'adrénaline dont j'ai fait le plein. Et donc aujourd'hui, je continue à vivre sur ce capital. Voilà. C'est un peu particulier, peut-être, d'être comme ça. Mais si aujourd'hui, je pars en vacances, c'est pour rien faire. C'est pour glander. C'est pas pour rencontrer des gens. Bon, si j'en rencontre, bon, bah, tant mieux, c'est cool, sympa. Si je vais dans des lieux qui sont beaux, bah, tant mieux, c'est cool, c'est sympa. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste dormir pendant mes vacances. Et j'ai du mal à prendre des vacances, d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet, mais... Je veux juste être tranquille. Être au bord d'une piscine. Qu'on m'apporte à manger. Et c'est tout. Et le reste ne m'intéresse plus. Actuellement, ça reviendra peut-être. Mais j'ai tellement vu de choses. J'ai tellement bougé, pratiquement toutes les semaines. Changé au moins 2 fois d'endroit. J'ai tellement marché. J'ai tellement fait de stop, j'ai tellement fait de kilomètres, j'ai tellement fait de pays que... Parce que là, j'ai pas parlé de tous les pays que j'ai fait avant, mais j'ai beaucoup voyagé avant ce grand voyage, et j'ai voyagé aussi un peu après. Ben maintenant, j'ai plus besoin. Et mais ça continue de me porter. Et c'est ça qui est important, c'est que si jamais vous décidez de vivre ce genre de périple, il y aura des conséquences sur du très long terme. Et ça va, selon ce que vous allez vivre et la manière dont vous allez le vivre, ça va vous apporter plus ou moins de choses, mais les conséquences sont incroyables. Et je ne pense pas qu'on puisse revenir indemne. Qu'on puisse se dire, par exemple, je pars, même ne serait-ce qu'un an, ne serait-ce que 9 mois. Allez, je pars, et je reviens et je reprends mon boulot, je reprends ma vie telle qu'elle était. Je ne crois pas que ce soit possible. Il y a des gens qui l'ont fait, que je connais, qui avaient prévu, qui avaient pris une année sabbatique. Ils sont revenus en croyant pouvoir reprendre. Ils ont repris que quelques mois. Après, il y a forcément quelque chose qui s'est écroulé. Parce que on ne fait pas ça par hasard, on ne fait pas ça à n'importe quel moment. Et il y a forcément un changement qui va en découler. Voilà. Donc, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire ? Oui, je pense. J'ai fait une très longue vidéo déjà. Mais j'arrivais pas à vous faire moins. Je pense que je peux pas faire moins. Donc très 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 gros impact. Et en même temps, j'ai envie de vous dire heureusement qu'il y en a un, parce que si j'ai fait tout ça pour rien, j'aurais été un peu déçue. Mais je vous dirais si vous avez cette envie-là, si elle revient, écoutez cette envie et faites en sorte quand même, comme je vous disais en préambule, d'avoir ce qu'il faut pour votre retour au niveau financier, au niveau matériel. Prévoyez le coût, un minimum, ok ? Ou alors prévoyez de travailler en tant que salarié pendant votre voyage. Ou tout simplement prévoyez d'avoir un diplôme qui va être facilement utilisable. Si par exemple vous êtes dans la santé, vous n'aurez pas de problème, vous pouvez travailler n'importe où. Faut savoir aussi que ce genre de voyage
vous savez pas forcément qui vous êtes au début, à la fin vous savez qui vous êtes. Donc ça peut être très inconfortable. Parce que vous allez découvrir certaines parties de votre personnalité. Moi par exemple, je pensais que, ok, je pouvais être adaptable, mais que j'étais aussi tolérante. Et en fait, je suis pas du tout tolérante. Si quelque chose se passe pas comme je veux, ça me saoule. Je tolère pas en fait. Alors je tolère parce que bon, sur le moment, je vais pas non plus la ramener, je vais pas être désagréable avec la personne. Si je sais que c'est ponctuel. Mais par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, de m'expatrier quelque part, c'est délicat. Y a plein d'endroits où ça me serait absolument insupportable. Je pourrais pas m'intégrer, je pourrais pas. Donc ça, je pensais que je pourrais m'adapter à d'autres cultures, que ça m'intéresserait de vivre selon d'autres cultures, et en fait c'est pas du tout le cas. Ça m'intéresse pas. Enfin, c'est même pas que ça m'intéresse pas. Je pense que je pourrais étudier ça à l'université, étudier la culture dans le pays dans lequel je vis, mais je ne réussirais pas à l'adopter. Donc voilà, ça c'est important de trouver qui on est. Je pense que c'est ce qui a le plus de sens, et aujourd'hui c'est vrai que dans les accompagnements que je fais, l'identité a une grande place, et je pense que c'est en partie à cause de ce voyage. Parce que l'identité, pour moi, a été un des grands sujets de ma vie. Je vais pas en parler plus ici, mais vous savez, j'ai 2 noms de famille. J'ai 2 familles. Donc 2 origines. Puis au niveau des pays aussi, il y a eu une influence. Enfin bref. Donc pour moi, savoir qui je suis, savoir où je vais, savoir comment j'y vais et avec qui j'y vais, ça a été des questions existentielles. Et parfois ça revient. Parce que je sais pas si on peut vraiment mettre un terme à ce genre de questionnement, mais en tout cas il y a une base qui se crée. Et le voyage forge une identité. Enfin, forge. Permet de créer et de trouver son identité. Parce qu'on est obligé d'être soi-même en fait. Il y a un moment, on peut plus, on peut pas s'adapter à des choses qui nous conviennent pas. Il y a un moment où émotionnellement, on s'affirme en fait. On n'a plus d'autre choix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un petit peu dubitative de vous la faire et je sais pas trop si c'est utile de vous la faire. Mais bon, ça va sortir quand même. Vous me l'avez demandé, certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà. C'est extraordinaire de voyager. Maintenant qu'il n'y a plus trop de problèmes avec le Covid, c'est possible de repartir, et si vous en avez la possibilité, partez. Faites ça quelques mois. Moi, je vous dirais qu'il faut 9 mois. Il faut le temps d'une grossesse pour naître à soi-même. Je crois pas qu'on puisse faire beaucoup moins. Enfin, si vous pouvez pas faire autant, ça reste valable. Mais il y a un moment en fait où on comprend, notre cerveau comprend que il est vraiment plus dans ce qu'il connaît. Et c'est là où du coup vous créez des nouvelles connexions neuronales, et où vous découvrez d'autres parts de vous, et où ça devient intéressant. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense avoir dit le principal. Je vais vous mettre des photos. Voilà. Si vous avez écouté jusque-là, vous aurez des photos. J'espère qu'elles seront de bonne qualité. Enfin, vous verrez. J'ai beaucoup changé. Les gens ne me reconnaissent pas. Est-ce que vous allez me reconnaître ? Moi-même, je me reconnais pas. J'ai l'impression d'être une étrangère sur ces photos, et que cette fille, elle était tellement mal. Elle me fait de la peine. Franchement, je me fais moi-même de la peine. Heureusement que je ne suis plus cette femme-là. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt.